Derrière, souvent, ces problématiques, plus particulièrement d'anxiété, on remarque qu'il y a toujours un problème au niveau de la confiance en soi, de l'amour de soi ou de l'estime de soi. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de l'estime de soi. Comment s'aimer ? Comment avoir une vision de nous comme si on était un petit animal qu'on avait récupéré et qu'on allait s'en occuper toute notre vie. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Bonne écoute. L'estime de soi. C'est vrai que en ce moment, je remarque que c'est un énorme sujet, en tout cas auprès de mes patients. Ça l'a toujours été, mais encore plus actuellement, j'ai l'impression qu'un des objectifs qu'on travaille toujours dans mes séances d'ergothérapie, c'est comment augmenter l'estime de soi. Plus particulièrement chez mes jeunes patients, enfin ceux qui ont la vingtaine, entre 20 et 30 ans, parce qu'on a quand même principalement des adultes, donc ceux qui passent à l'âge adulte, il y a vraiment ce gros problème et qui leur crée énormément d'angoisse. En fait, quand on regarde à quoi c'est dû au fait qu'ils n'ont absolument aucune confiance en eux et aucune estime d'eux-mêmes. Juste pour situer, donc toi, tu travailles avec des gens qui ont des problèmes psy. Exactement, oui. Que ce soit dépression, qu'est-ce que tu as pratiqué la plupart du temps ? La plupart du temps, j'ai des personnes qui sont en dépression, en burn-out, qui ont aussi des gros problèmes d'anxiété. Anxiété sociale, anxiété générale, etc. Et là, plus particulièrement, en ce moment, c'est surtout des personnes avec beaucoup d'anxiété ou des phobies ou des choses comme ça que je vois. Et on revient toujours un peu à ce même problème qui est l'amour de soi-même, finalement. Exactement. Derrière, souvent, ces problématiques, plus particulièrement d'anxiété, on remarque qu'il y a toujours un problème au niveau de la confiance en soi, de l'amour de soi ou de l'estime de soi. C'est un sujet vraiment hyper complexe parce qu'on va voir qu'est-ce qui est lié à ça au final, qu'est-ce qui peut impacter aussi cette estime de soi et comment c'est dur aussi de la travailler au final. Il ne suffit pas de se dire « Ok, dites-vous que vous vous aimez et puis c'est bon ». Ouais, et que c'est normal d'avoir une estime de soi qui n'est pas dingue. Surtout en ce moment où on est comparé à tellement de choses. Ouais, c'est ça. Que c'est difficile d'atteindre la... Et un peu de doute aussi et pas se trouver complètement parfait, c'est aussi... c'est normal. C'est ça. Et surtout, c'est vraiment très dénigré dans notre société de dire j'ai de la valeur, ce que je fais c'est bien, enfin de s'auto-complimenter en quelque sorte, c'est vraiment vu assez négativement. Alors que jusqu'à un certain stade, c'est vraiment quelque chose de positif et de même nécessaire pour pouvoir ensuite aussi bien interagir avec les autres personnes, avec la société et dans différents contextes sociaux. Il y a beaucoup de patients qui ont justement des problèmes de confiance en eux et d'estime d'eux-mêmes. Et c'est l'impression qu'il y a un truc commun ou général à toutes ces personnes qui peut être plus dû à des antécédents, etc. C'est l'impression qu'il y a quelque chose qui revient un peu tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a deux choses principales que j'arrive toujours à retrouver chez ces différentes personnes. La première, c'est souvent elles sont perfectionnistes. C'est-à-dire qu'elles ont des attentes envers elles-mêmes qui sont extrêmement élevées. Et du coup, elles sont très souvent en échec, ou en tout cas dans les situations où elles sont en dépression, ou en tout cas dans une cassure psy, forcément, elles n'atteignent pas cette perfection. Et du coup, elles sont hyper jugeantes envers elles-mêmes et absolument pas bienveillantes. Ça, c'est la première chose qu'on peut peut-être approfondir après. Et la deuxième, c'est le dialogue interne qu'elles ont envers elles-mêmes. C'est un dialogue qui n'est même pas interne. Quand elles me parlent d'elles-mêmes, elles ont aussi des propos, quand elles se qualifient, qui sont hyper négatifs. Toujours à utiliser « Ah, je suis nulle » ou « Ah, je suis trop bête » ou « Ah, je suis bête, j'ai pas fait ça » ou « Je suis nulle » ou... Enfin, vraiment, le « je suis nulle » et « je suis bête », c'est... Ça revient souvent, ouais. Des mots qui reviennent très souvent. Ou « jamais j'y arriverai ». Ou « jamais j'y arriverai ». Ou... Ouais. Et tout ça, ça renforce. Exactement. Ça... La puissance des mots, c'est vrai, ça existe. Et puis plus on se dénigre, typiquement la notion de j'y arriverai jamais,
Moi, je le vois beaucoup avec mes élèves de guitare, ça me fait beaucoup rire. Je dis là, non, tu n'y es pas encore arrivé. Et une grande différence. C'est vraiment différent. Évidemment que si c'est la première fois que je te montre quelque chose, tu vas pas y arriver. Ben oui, mais parce que c'est nouveau. Mais de dire je vais jamais y arriver, il y a un truc fataliste qui est flippant en fait. Et on se rend pas compte. Mais ce dialogue-là, il a un impact véritable sur la personne qu'on est. Ouais, c'est pas juste une façon de dire il faut pas dire ça. Vraiment, dans le niveau cérébral, on en parlait dans un autre épisode, que le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Là, c'est un peu les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que ce qu'on se dit, c'est la vérité pour notre cerveau. Ouais. Il va pas remettre en question des affirmations. Exact. Et donc, si une affirmation, elle est négative, le cerveau, il se dit ok. Ouais. C'est comme ça que je suis. Ouais. Et toute la notion d'identité, parce qu'on se crée une identité, je ne sais pas si par exemple, petit, vous aviez réussi à faire rire quelqu'un, tout d'un coup, dans votre identité, vous êtes quelqu'un qui fait rire les gens, puis après, ça devient, vous êtes le rigolo, et puis ça peut en être votre métier, comme vous étiez une fois fort à un premier match de foot à l'école, et puis tout d'un coup, votre identité, c'est être bon au foot. Puis après, vous construisez ça. Puis au bout d'un moment, ça devient normal que c'est votre truc. En maths, vous êtes nul, mais en foot, vous êtes fort. Et toute cette notion d'identité, c'est ce dialogue interne. Aussi, c'est comment on dit, un peu ces espèces de paramètres qu'on a réglés en disant ça, je suis bon, ça, je suis moins bon, ça va pas, ça, je suis trop fort. Mais ça peut changer, justement. Oui, c'est tellement important que ça puisse aussi changer, qu'on puisse avoir une certaine flexibilité. Parce que typiquement, là, j'ai un patient en ce moment qui vient au cabinet. Donc lui, il est venu parce qu'il avait le rêve de devenir footballeur. Il était très bon. Vraiment, son identité, c'était « je suis hyper fort en foot ». Tous les autres trucs, je suis très moyen, mais le foot, c'est vraiment... C'est mon truc. Et il a eu un accident qui a fait qu'il ne peut plus faire du foot. Et du coup, son identité complète est complètement ébranlée et son estime de lui, elle est vraiment inexistante ou négative même. Si on peut vraiment être encore plus que pas d'estime de soi. Parce que tout d'un coup, justement, il n'a pas eu cette flexibilité au niveau de son dialogue interne pour se dire mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis vraiment que fort en foot ? Est-ce que je suis vraiment nul pour tout ? Est-ce que c'est ma seule raison de vivre ? Est-ce que c'est ma seule raison de vivre ? Et par ce dialogue interne tellement fixe, et il est aussi perfectionniste, clairement, du coup, il est dans un travail depuis déjà, je pense, quelques années même, de reconstruction de son identité, de ce qu'il pourrait faire, et c'est vraiment très difficile pour lui en ce moment. Plus l'identité est cristallisée, plus ça va être difficile de changer. On change tout le temps. Il va toujours se passer des choses qui font qu'on va devoir modeler et adapter notre situation. Et moins on est rigide par rapport à ça, plus on s'ouvre aux choses, plus c'est facile. Enfin, plus c'est facile. Évidemment que c'est super difficile si on était bon dans quelque chose, qu'on se ferait un accident et qu'on puisse plus le faire. C'est pas du jour au lendemain qu'on dit « Ah non, mais c'est bon, j'ai travaillé mon changement d'identité. » Ouais, non, bien sûr. Mais de pouvoir s'intéresser à d'autres choses et de voir qu'on n'est pas que ça, c'est déjà un immense pas vers... déjà, dans simplement les discussions qu'on va avoir avec les gens et tout, de remarquer qu'il n'y a pas qu'un seul truc qui nous définit. Ça fait qu'on est aussi une personne un tout petit peu plus agréable à vivre que guitare, que foot. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler un peu ce discours interne ? Est-ce que toi, tu as des pistes ? Dans mon cas, alors, avec les artistes avec qui je travaille ou mes élèves, où il y a vraiment une notion, quand même, la finalité, elle est d'être sur scène, donc de se présenter. Évidemment que si on a du mal à se regarder et on s'aime pas beaucoup, ça va être difficile de pouvoir monter sur scène. Ça, c'est un peu... Et mes cours de guitare ont toujours été là-dessus, pas sur le fait qu'on doit être bon pour jouer dans sa chambre, mais dans une notion de pouvoir monter sur scène et être à l'aise avec ça. Donc forcément qu'il y a pas mal d'exercices que je donne pour les artistes. Alors, il y a certaines choses où je vais mettre le point dessus. Par exemple, si j'entends ces phrases de « Ah mais moi je suis comme ça, j'ai toujours fait ça comme ça », etc. Du moment que j'entends un peu ces phrases figées, identitaire de je suis ou jamais ou jamais je ou jamais toujours je. Ouais, exact. Je fais attention, pourquoi tu dis ça et j'essaie un peu de creuser, de voir qu'est-ce qui fait que la personne s'identifie comme ça, et on va venir travailler un peu là-dessus.
Mais l'autre chose où il n'y aurait pas forcément besoin de moi dans ce cas-là, c'est, je leur demande en fait simplement de se filmer en train de jouer le morceau qu'ils sont en train de travailler. Et je leur dis, maintenant, avant de commencer à critiquer ça, parce qu'évidemment, on est tous un peu perfectionnistes et il y a plein de choses bonnes à être perfectionniste, c'est juste qu'on est habitué à être perfectionniste et à voir ce qui ne va pas. Mais on peut être perfectionniste et s'habituer à voir ce qui va bien. Exactement, ouais. Le cerveau, c'est le même exercice pour lui, c'est juste de se focaliser plutôt sur le positif que le négatif. Donc je leur dis, prenez votre vidéo, vous regardez et vous allez noter 3 choses que vous aimez bien en premier. Et après, 3 choses que vous ne trouvez pas nulles, mais que vous avez envie de changer. Et au lieu de dire « Ah, ça c'est nul », de plutôt dire « Ça, j'ai envie d'améliorer ». Et ça, j'aime bien. Et enlever cette chose qui ne sert à rien de « Ça, j'aime pas ». Et en fait, quelque part, supprimer ce « Ça, je trouve nul » ou « Ça, j'aime pas », parce que « Je trouve nul » ou « J'aime pas » ne sert à rien. Exactement. On n'a aucun impact dessus. Ça n'amène à rien, en fait. Et c'est pas concret. Ce que j'aime bien travailler avec les perfectionnistes, dont je le suis aussi, c'est qu'au lieu de voir ce qui ne va pas, c'est voir qu'est-ce qu'on peut changer. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, génial, ça veut dire qu'on va pouvoir l'améliorer. Et du coup, le perfectionniste est content parce qu'il va pouvoir rendre ça parfait. Évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas être parfait, que la perfection est fade, spécialement en musique. Là. Comme je dis toujours, si la musique était parfaite, il n'y aurait pas de blues. Et vraiment, plus c'est parfait, moins c'est intéressant. Et puis, on sait tous, même les gens qui nous intéressent, vers lesquels on est attiré, il y a toujours quelque chose un peu de particulier ou de différent. Si c'était une personne absolument parfaite, ça serait pas intéressant. Mais regardez les super-héros, c'est le meilleur exemple. Ouais. Superman, j'ai toujours trouvé naze, parce qu'il est parfait. Tandis qu'un Batman ou Deadpool, c'est le meilleur exemple. C'est le plus imparfait, puis c'est celui qu'on adore tous. Et non, on s'identifie aux personnes qui ont des problématiques ou des défauts, etc. Parce que ça fait partie de l'humain, quoi. Mais parce qu'on est comme ça et qu'on sera jamais parfait, qu'on va devoir toujours adapter. Donc si on a l'habitude de voir tout ce qui va pas, évidemment on se tire très vite vers le bas quand il y a des jours qui sont un petit peu plus sombres. Et on peut rien faire contre ça. Il y a des jours qui sont plus sombres et des jours qui sont plus beaux. Il y a des matins on se réveille, c'est cool. Des matins on se réveille, c'est moins cool. Et c'est normal. Donc si on s'habitue à voir ce qui peut être changé, ce qui peut être amélioré et à être content de ce qui va bien, on va gentiment laisser de côté tout ce qui va pas bien et qui, quelque part, ne sert à rien d'être tergiversé et remué dans la semoule. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà un peu les exercices que je donne. C'est se regarder et noter 3 choses qu'on aime bien et 3 choses qu'on a envie d'améliorer. Et éviter d'avoir 15 choses qu'on a envie d'améliorer et puis une chose qu'on aime bien. Mais plutôt se dire, je vais essayer d'avoir une parité entre les deux. Vraiment s'habituer à s'aimer, en fait. Et à aimer regarder. Puis s'il y a quelque chose, on se dit, mais tiens, en fait, ces lunettes, ça va pas. Bon, on va changer de lunettes, alors. Puis on va travailler là-dessus. Donc ça, c'est un des trucs que je fais beaucoup, qui est déjà ultra efficace finalement. Pour mes élèves de guitare, c'est plus le miroir, mais aussi la vidéo. Mais s'habituer à se regarder, plutôt qu'un espèce de renfermer sur lui-même, à regarder son manche avec le dos tout courbé, mais plutôt regarder le miroir et quelque part aimer se regarder en fait. Et se dire, tiens, j'aime bien ce que je vois. Ça doit pas être parfait, mais j'aime ce que je vois. Et toi, du coup, parce que je pense qu'on est... Oui, mais il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, effectivement, dans le sens que, déjà, la première chose pour moi, c'est de repérer ce discours interne. Donc, quand la personne me parle, je vais aussi mettre le doigt dessus en disant « Ah, mais ok, vous utilisez ces termes-là, vous dites ça. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est vraiment toujours vrai que vous êtes nul en ça ? Est-ce que c'est toujours vrai que... » Enfin, voilà, vraiment de remettre en question en utilisant les mêmes termes, en disant mais le toujours, le jamais, est-ce que... Je dois, je suis. Ouais. Exactement, est-ce que c'est juste ? Et la personne arrive, à travers des discussions, à remettre en question déjà ces termes et déjà à les remplacer par des fois, ou peut-être, ou il m'arrive que. Et quand on arrive déjà à ce stade, ça permet une certaine ouverture pour travailler dessus et venir modifier le discours interne. On va essayer d'utiliser plus des mots positifs, de mettre aussi l'attention sur ce qui fonctionne. C'est un peu aussi ce que tu fais au final. Mais il y a vraiment cette même chose qu'on va venir chercher où on va dire, ok, donc dans cette situation, il y a 1 milliard de choses qui n'ont pas été. Mais qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a été ? Quel a été votre point fort dans cette discussion ? Qu'est-ce qui... Et
au début, c'est très compliqué. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de peine à voir qu'est-ce qu'ils font juste dans une interaction et à voir aussi, au final, ils sont beaucoup dans la comparaison et des fois, je dis, OK, on essaye déjà de voir à quel point la comparaison à l'autre, ça sert pas à grand-chose, qu'il faut se comparer à soi, de dire, ah, mais la dernière fois, j'ai pas réussi à adresser un mot à cette personne et cette fois-ci, j'ai réussi à lui dire bonjour. OK. Ça, c'est le deuxième point. On est au niveau des réussites. Donc, la première, c'est repérer son discours interne, essayer de le modifier légèrement en changeant ces phrases qui sont complètement catégoriques et de passer à plutôt des fois je à la place de toujours je. Parce que le cerveau, ça lui ouvre quand même des possibilités. Il se dit, ah, pas toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres options. Et ensuite, les réussites. C'est-à-dire voir les moments où il y a quelque chose qui a été réussi. Parce que, comme tu disais, très souvent, ça c'est plutôt pour le côté perfectionniste, il y a le focus qui est à fond sur ce qui va pas, ce qui n'a pas été, ce qui s'est mal passé. Et on oublie tout le reste. Et souvent, dans tout le reste, il y a toujours des réussites, toujours des choses qui se sont bien passées. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, c'est voir les réussites qu'il y a eu et pouvoir les qualifier. Se forcer à les voir. Et c'est un sacré exercice. Les premières fois, les premières séances, il y a rien. Et typiquement, c'est moi qui aide un peu à mettre le doigt dessus en disant, oui, mais là, vous avez parlé à la personne ? Oui, je lui ai dit bonjour. Mais il dit, mais c'est normal, tout le monde devrait arriver à dire bonjour. Ça, c'est le perfectionniste qui parle. Il dit, oui, mais est-ce que la dernière fois, vous avez dit bonjour ? Non. Voilà, donc c'est une réussite parce qu'on est passé de rien à quelque chose. Et ça prend un temps avant que ce soit accepté comme tel, que les réussites soient vues comme telles, quand c'est des petites choses. Mais petit à petit, on remarque que quand il y a des petites réussites, même si elles ne sont pas vraiment acceptées comme telles, ça crée une certaine ouverture, ça crée une certaine baisse un peu de l'angoisse dans certaines situations, qui fait que la personne, elle ose plus faire certaines choses et que tout d'un coup, elle a des réussites qu'elle peut voir comme telles. Et du coup, petit à petit, comme ça aide aussi à construire l'estime de soi. Mais c'est hyper complexe et c'est hyper long. Ça prend du temps, surtout que si la personne a un certain nombre d'années, si c'est pendant 10 ans qu'elle a que pensé comme ça... Oui, des fois, c'est depuis l'enfance, parce que ces discours internes, ils viennent souvent pas de nulle part. Évidemment. C'est des choses qu'on nous a dit, c'est des choses qu'on a entendues quand on était enfant. Et c'est des choses qu'il faut se défaire. Exactement. Et forcément que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais par rapport au perfectionnisme, parce que c'est quand même évidemment un truc qui revient très, très, très souvent dans l'estime de soi. Il y a aussi la notion de se comparer aux autres et de voir tout ce qui ne va pas chez l'autre pour se sentir bon là-dedans. Tu dis un peu de dénigrer l'autre au final. De se dire, je vais voir tout ce qui va pas chez l'autre, comme ça, moi, je peux me dire que c'est pas si terrible ce que je fais. C'est un truc que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup en musique. C'est un milieu qui est très comme ça, où on se compare. Mais quelque part, tu vois le négatif chez l'autre pour avoir de la confiance en toi, mais au final, ça ne marche pas du tout. Finalement, tu vois quand même que le négatif. Donc ça, c'est un peu le deuxième stade, c'est de voir le négatif chez l'autre au lieu de le voir chez soi. Et finalement, on n'avance pas. Ça aide pas non plus. On passe déjà à un stade meilleur que de se dire « ah, l'autre fait tout mieux que moi ». Parce qu'il y a cette comparaison, on dit ah, l'autre il est de toute façon meilleur que moi, alors que c'est pas forcément vrai. Après on a la comparaison où on se dit ah mais en fait l'autre il est nul, il fait ça, puis on se compare pour essayer comme ça de grappiller de l'estime de soi, mais qui n'est pas efficace non plus. Pardon, je te laisse continuer du coup par rapport à ça. Non mais c'est vrai, c'est exactement ça que tu dis. C'est ces deux types de comparaison. C'est qu'il y a vraiment l'estime de soi où on se sent nul, tout est nul, et puis on voit que le meilleur chez les autres. Mais il y a aussi l'estime de soi où on a quand même pas mal d'orgueil et on va voir ce qui est mauvais chez tous les autres pour ne pas le voir chez nous. Et c'est vraiment ce mécanisme pour construire notre confiance en soi, mais qui ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'au final, on devient une personne juste un peu exécrable, quoi. Ouais. Vous avez tous entendu ou quelqu'un dans votre entourage qui est cette personne qui critique tout. Moi, je l'ai vraiment été. Et qui dit, mais de toute façon, vraiment, quand tout le monde est nul autour de soi, que tout le monde est critiqué par une personne, c'est souvent qu'elle a un manque d'estime d'elle-même. Complètement. Et c'est vrai, moi, c'est un truc que j'avais beaucoup. Et je dis pas que je l'ai plus, il y a quand même des fois où ça me revient, mais je remarque que j'ai ce mécanisme de pensée qui dit « Ah, je suis en train de le faire » ou « Tiens, j'ai envie de le faire ». Et je me force, par exemple, si c'est... Prenons dans le cas de la musique, parce que c'est assez parlant, si je vois quelque chose et puis je me dis « C'est pas ouf », ou « Ça me parle pas », ou j'ai envie de critiquer, je me dis
Non, qu'est-ce que j'aime bien là-dedans ? Qu'est-ce que je trouve cool, hein ? Au lieu de me dire, tiens, qu'est-ce que je trouve nul, hein ? Mais pas, qu'est-ce que j'arrive pas à faire que lui, il arrive à faire ? C'est pas dans ce sens-là, mais qu'est-ce que j'aime bien ? Et se forcer, de nouveau, à voir le positif et à voir ce qui est bien. Parce que ce qu'on n'aime pas, à quoi ça sert ? De toute façon, tu vas pas délibérément faire quelque chose que t'aimes pas. Donc, à quoi ça sert de remarquer ce qu'on n'aime pas ? Ça amène à rien. Par contre, de remarquer ce qu'on aime bien, déjà, on passe un meilleur moment. Ouais, et ça, c'est hyper important. On s'habitue. De nouveau, on parlait il y a quelques épisodes en arrière que le cerveau ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Donc, pour lui, si on lui a appris à voir que le négatif, il voit que le négatif. Je crois qu'on a assez expliqué que voir que le négatif n'était pas extrêmement intéressant. Ouais, ça sert à mais voir le positif fait qu'on sourit, fait qu'on est quelqu'un d'agréable, fait qu'on arrive à sortir plus facilement des situations. Mais surtout, et ça, je l'ai lu récemment, on est plus intelligent quand on voit le positif. Ah ouais ? Ouais. Alors, j'ai pas la source finale de tout ça, mais apparemment, on serait plus malin, plus smart quand on voit le positif que quand on voit le négatif. Et je veux bien le croire. Parce, mais ce qui fait sens, parce que le négatif, ça vient vraiment enfermer. On dit, j'aime pas. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, donc ok, bah, c'est comme rester devant un mur et puis dire, ah non, j'aime pas ce mur. Ok, bon, ben voilà, tu peux rester devant ce mur encore longtemps, mais si tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a autour de moi que je pourrais aimer ? Tout d'un coup, tu peux te diriger dans d'autres directions et voir d'autres choses. Et donc, forcément, c'est plus positif. Et effectivement, j'imagine que ça développe ce côté plus smart au final. Ouais, parce qu'on s'habitue à avoir plus de solutions, plus de façons de faire. Je le vois, moi, dans mon voyage vers l'estime de soi et de moins voir le négatif. Je vois qu'en fait, ça amène à toujours trouver des solutions. Et puis, si tout d'un coup, je vois quelque chose, je me dis « Ah merde, ça n'a pas marché », je dis « Ah ouais, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Et de moins en moins, je me complais dans ce qui ne va pas. Mais j'essaie toujours de trouver quelque chose. Et manifestement, bah oui, on est plus intelligent parce qu'on fait plus travailler la notion d'options, de solutions, etc. Donc oui, clairement, on est plus smart. Et un autre élément que je trouve très intéressant, souvent quand on voit le négatif chez quelqu'un, quand on dit « Ah, mais je déteste ça chez cette personne », ou très souvent quand même, derrière, c'est un peu un miroir. S'il y a quelque chose, par exemple, une personne est complètement exubérante, elle va vers tout le monde, elle parle hyper facilement, on dit « Ah, mais regarde-le, celui-là, comme il est ». Et souvent, au final, derrière, c'est que chez nous, on a un peu de peine à aller vers l'autre. C'est un peu plus difficile, on est un peu plus réservé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut être comme cette personne, mais très souvent, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout chez une autre personne, c'est que c'est quelque chose chez nous, ça reflète, il y a un peu cet effet miroir qui reflète que chez nous, il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à ça. Ouais. Et le repérer, de se dire, quand on a vraiment ce truc de dire « Ah, je déteste ça » chez cette personne, de se dire « Intéressant, est-ce qu'il y aurait » Des fois, on peut juste détester. Par exemple, quelqu'un qui maltraite un animal, je déteste ça et je me dis pas est-ce que j'aimerais plus maltraiter ? Non, mais voilà, pour plutôt des comportements et avec lesquels on a de la peine chez l'autre, souvent, c'est un reflet de quelque chose qui, chez nous, on aimerait bien voir se développer. Donc, de repérer ça peut nous aider aussi à le travailler et puis ensuite à augmenter notre confiance par rapport à ça. C'est un comportement qu'on n'aime pas. Donc, il y a de nouveau ce truc de soi. Ouais. De se dire, OK, ça travaille quelque chose chez moi. Pourquoi, etc. Exactement. Et voilà, je pense qu'on a déjà fait un bon tour du sujet. Oui, tout à fait. Pour pas être trop long. Si on fait un petit résumé, on a vu 3 points. Premièrement, repérer son discours interne négatif et essayer de lui donner des alternatives un peu moins négatives. Deuxièmement, voir aussi les différentes réussites qu'on a. Et troisièmement, observer aussi ce qui est positif, autant chez soi quand on a un comportement, mais aussi quand on observe l'autre, de pouvoir aussi relever ce qui est positif parce que ça nous fait ressortir au final un comportement plus positif. Et par rapport à nous, au lieu de voir ce qui ne va pas, voir ce qui peut être amélioré. Exactement. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet qui est vivre-mieux.ch. Sur la section podcast, vous avez l'épisode sur lequel vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez aussi nous mettre un email sur hello@vivre-mieux.ch et puis nous dire « Waouh, c'est vraiment bien vos podcasts » ou... N'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets. Ça, c'est toujours quelque chose qui... S'il y a des sujets qui vous intéressent, ouais, on serait ravis de... Et puis, si vous avez aimé, mettez-nous des petites étoiles et tout ça. Voilà. À plus. Ciao.